Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillons actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. C'est maintenant le 5e épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est quand et comment préparer son après-thèse. Donc, quand et comment préparer son après-thèse. C'est un sujet que tous les jeunes chercheurs ont en tête. Ils savent qu'il va falloir préparer la suite, mais des fois, on repousse l'échéance et on va essayer de clarifier ça avec vous. Quand est-ce que c'est le bon moment de s'y mettre et surtout, une fois qu'on a décidé de s'y mettre, comment faire pour préparer au mieux son après-thèse. Aujourd'hui, je suis toujours avec les 2 cofondatrices, puisque nous sommes les 3 cofondateurs de Resalience, qui sont Asia et Delphine. Salut à vous 2. On est là, bonjour à tous. Bonjour à tous. Super, merci pour votre énergie. Alors ça, c'est vrai que c'est à chaque fois un dénominateur commun. À chaque fois qu'on est ensemble au téléphone, il y a quand même une énergie qui s'en dégage. Et ça fait plaisir de passer un peu de temps avec vous et d'échanger. C'est toujours ultra motivant. Voilà, comme ça. D'ailleurs, premier tips, entourez-vous de gens positifs avec de l'énergie. Ça va aussi vous aider à aller plus vite et plus fort. Avant d'aborder le sujet du jour, c'est maintenant quasiment une tradition. On va commencer par les news de Resalience. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au sein de l'association ? Alors, le premier point, c'est notamment au niveau du mentorat. Donc, le mentorat qui a commencé mi-septembre. Donc, on a demandé à des jeunes chercheurs s'ils voulaient être mentorés, et on a demandé à des personnes, donc des PhD qui sont aujourd'hui dans la vie active, s'ils souhaitaient mentorer des jeunes chercheurs. Donc on a commencé mi-septembre, on est maintenant fin novembre, donc on va s'approcher sur la fin de ce mentorat-là. Et on a une annonce à vous faire, c'est que le mentorat va se poursuivre en 2022. Alors plutôt même que de se poursuivre, c'est une nouvelle édition va commencer. Donc suivez bien notre actualité sur les réseaux sociaux. Voilà, on vous en dira plus au moment où ça se fera, certainement premier trimestre 2023. Je vous rappelle que le mieux pour nous suivre, c'est de suivre directement Asia Asrir sur LinkedIn et Delphine Caps. Suivez-les, suivez Delphine et Asia, c'est elles qui communiquent majoritairement sur les news de l'association. Donc voilà, donc le mentorat, c'est quand même une grosse partie du travail de Resalience. Et voilà, on est très content de pouvoir renouveler cette opération. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les actualités. Il y a 2 interviews qui vont venir, notamment sur LinkedIn, donc en replay. Les 2 interviews ont eu lieu. Pour ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles, donc vous allez pouvoir les écouter tranquillement à la paillasse en pleine manip. Il y a eu alors un interviewé de ta part, Delphine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Mais oui, mais avec joie. J'ai eu le plaisir de recevoir chez moi, dans ma salle à manger, dans la vraie vie, Rachel Terrasse, donc qui s'est mise à son compte dans le recrutement de profils scientifiques pour des sociétés de biotechnologie. Alors c'était chouette, c'était la première interview, je crois, de tout Resalience où on était dans la même pièce. Et ce que je voulais ajouter, c'est que vous pouvez aller déposer votre CV auprès de Rachel, puisque vous êtes probablement vous-même des profils scientifiques, peut-être en recherche. Si vous voulez bénéficier de l'expertise et de la gentillesse en plus de Rachel pour votre recherche, n'hésitez pas. Et donc, son interview apportera plein d'autres conseils en plus de son témoignage de parcours. Voilà pour moi. Très bien. Et un autre interview à venir. Asia. Yes. Après celle de Delphine, c'était à mon tour d'animer l'interview de Ramdan Igalouzen, qui est CEO de Neomed Scientifique et il fait
tellement de choses à coder, c'est juste incroyable. Une interview un peu coup de cœur, j'avoue. Il vous pousse comment dire? Il vous bouscule à travers ce qu'il vous raconte. Il vous dit: «Ben, si vous avez un projet, vous êtes passionné, vous avez envie d'y aller, agissez maintenant tout de suite» et il donne plein de tips et conseils vraiment pour les gens qui veulent entreprendre. Donc ouais, j'ai hâte de voir sortir ce nouvel épisode. Eh bien, très bien, merci Asia. Donc pour retrouver ces épisodes sur la chaîne YouTube de Resilience qui est Resilience PhD. Donc Resilience PhD, c'est voilà, sur ce canal sur YouTube que vous allez retrouver toutes ces interviews. Également, Asia, j'aimerais que tu me dises 2 mots supplémentaires, notamment sur un live LinkedIn auquel tu as pu participer, qui est certainement disponible en replay. Oui, j'ai été interviewée, mais tout récemment, jeudi dernier, par, Julie Lopez que vous connaissez, probablement. Donc, Julie est une coach holistique et ancienne PhD pareil en life science. Donc c'était une thématique autour de comment couper le cordon avec la recherche académique. Du coup, mon parcours, mon expérience était au cœur du sujet. Donc voilà, j'ai donné un petit peu, mon vécu là-dessus, partagé mon expérience, c'était super. Franchement, il y avait pas mal d'émotions et c'était fort. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir si ça vous intéresse le replay. En tout cas, moi, j'ai pris un énorme plaisir à être de l'autre côté cette fois, hein, parce qu'on parle de animé de chaîne YouTube. Là, cette fois, on était guidé par une animatrice, donc c'est chouette aussi parfois d'être de l'autre côté. N'est-ce pas, Delphine? Oui, 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 ça me fait rêver. Interviewez-moi. Enfin, moi, j'ai eu ma place à la toute première interview Resilience quand même. C'est vrai. Il faut que tu m'interviewes, au fait. Ça Et va bientôt c'était faire un chouette. an Mais maintenant. oui, mais oui. Oh là là, et grande première 2023, l'interview, nous deux, mais dans l'autre sens. Ce serait pas de la Un bombe? scoop. Ça y est, on a lancé un scoop. Voilà. C'est Allez, bon. Bon, Bah, du à coup, on a suivre. le premier interviewé ou la première interviewée 2023 qui sera Asia allez, Asrir. bim. Alors là, ça va être du feu, hein. Ça vient de se Delphine et moi, ça décider va là. être, je veux dire, ça va Oh là là, j'ai être les mains moites. J'ai hâte d'y être. Alors peut-être qu'on dépassera l'heure cette fois-ci d'interview pour l'occasion quand même. ça. Euh, Très bien. Et il me semble qu'on a à l'agenda le 22 décembre un autre interview qui est prévu. Il me semble que c'est toi, Asia, qui. Yes, yes, yes. Est-ce que tu Alors peux nous en Delphine, dire ça un peu sera plus? avant moi du coup. Il y aura d'abord Delphine et puis moi le 22. Bon, c'est déjà prévu avec Julie Lopez, donc je fais l'annonce. Elle m'a interviewée, je l'interview, donc ça va être génial. Bon, bah, Donc très si bien. ça vous intéresse, les métiers de justement, hein, de coach, ça sera l'occasion de venir écouter son parcours parce que franchement, il est hyper inspirant. Eh bien, parfait, merci, merci pour toutes ces informations. Et même au-delà, même si le métier de coach ne vous intéresse pas, je pense vraiment que ça vaut le coup d'écouter tous ces podcasts et tous ces témoignages, parce qu'il y a plein de conseils qui peuvent s'appliquer quel que soit le métier. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, des fois, on peut avoir une vision d'un métier qui ne reflète pas finalement la réalité du terrain. Donc, ne fermez pas trop de portes, surtout si vous êtes un peu en début de recherche de ce que vous voulez faire après la thèse. Vraiment, ne soyez pas trop catégorique parce que finalement, on est surtout attiré par ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est souvent la R&D. Et donc, on ne connaît pas forcément le reste, ou en tout cas, la vision qu'on a du reste, n'est pas forcément, encore une fois, la réalité. Donc, voilà, écoutez tous ces podcasts-là. Vous en tirerez forcément des conseils que vous allez pouvoir appliquer et éventuellement ouvrir ou fermer des portes. Ça peut vous conforter aussi dans votre avis ou vous offrir l'esprit. Ben, très bien, voilà, on vient de finir cette première partie sur les actualités. Donc, pas mal de choses à venir et on va vous donner pas mal de contenu va arriver sur la chaîne YouTube. Et bien, attaquons le podcast du jour, donc qui est quand et comment préparer son après-thèse. Alors, sur la partie quand, on va essayer de chacun d'entre nous répondre finalement quand est-ce que c'est le plus approprié de commencer à envisager la transition et ce qu'on va pouvoir faire après la thèse. Et finalement, dans la partie comment, on va réellement essayer de vous donner un maximum de conseils que vous allez pouvoir appliquer dès que vous aurez terminé d'écouter ce podcast pour justement préparer la suite, hein, une fois qu'on a son diplôme, qu'est-ce qu'on en fait. Alors, du coup, première partie, quand préparer son après-thèse, quand commencer à se projeter. Est-ce que l'une d'entre vous veut prendre la parole sur cette partie-là, sur le quand? La première année, la Tu veux deuxième, que la j'introduise troisième, la quatrième, peut-être même avant, dès le master, peut-être. C'est peut-être là le bon moment, finalement, pour ça? préparer Moi, je l'après-thèse. moi, je pense qu'on a tous envie de dire le plus tôt possible, bien évidemment. Mon expérience n'a pas du tout été exemplaire ni modèle.
Pour faire bref, moi je me suis Comment ça? bah non, bah on n'est pas toujours exemplaire, mais ça sert de leçon pour les autres, Delphine, hein. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on a fondé Résilience, hein. C'est-à-dire que, bah, moi, je m'en suis occupée qu'à la fin de mon second postdoc, en fait, quand j'ai réalisé que j'étais au chômage, que mon contrat était fini, que je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je vais faire de ma life?» Donc voilà, il faut surtout pas faire ça et on est là surtout pour vous mettre l'accent là-dessus. Essayez de vous y prendre, bien sûr, le plus tôt possible. Alors quand on dit le plus tôt, c'est quoi? Hein, parce que c'est trop large. Pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai déjà eu des personnes au bout du fil qui étaient, quoi? En master, qui souhaitaient faire une thèse et qui réfléchissaient déjà à l'intérêt de faire une thèse. Qu'est-ce qu'une thèse va lui apporter dans son projet professionnel et quelle opportunité après la thèse si cette personne décide de faire une thèse. Donc en fait, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Il ne faut pas attendre d'être en thèse pour réfléchir à la pré-thèse. Voilà, donc ça Mmh. c'est une chose. Et deuxième chose, quand j'ai été au forum biotechno, il y avait un jeune, il était jeune, heu, qui était assis à côté de moi et à la fin il m'a interpellée et il m'a dit: «Excusez-moi, je suis en première année, je démarre, hein, ma thèse, hein, je suis en première année de thèse et s'il vous plaît, j'ai déjà une idée de ce que j'aimerais faire». Alors il s'intéressait au métier ingénieur, brevet, donc c'est intéressant, tout de suite le gars alors qu'il était dans une discipline complètement différente, donc comme quoi et il me dit: «Je m'intéresse énormément à ce métier-là et est-ce que dans le cadre de Résilience, vous pourriez me mettre en contact avec quelqu'un?» Voilà, donc déjà, il m'interpelle, il est en début de thèse, il a déjà une idée du métier, donc ça, je trouvais ça génial. Et il me dit tout de suite, je veux commencer à faire mon réseau. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, bah, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai pensé à l'interview, donc c'était une personne que tu avais interviewée, Delphine, hein, qui était dans le domaine du brevet. Donc du coup, j'ai pu le mettre en contact avec ces personnes-là. Je lui ai dit, Génial. bah, va regarder la chaîne YouTube, tu verras, déjà, il y en a plein d'autres métiers, mais le métier en l'occurrence qui t'intéresse, tu peux avoir une vidéo là-dessus. Donc, et ensuite, deuxième chose que j'ai fait, c'est qu'on avait coaché quelqu'un, justement, qui était devenu consultant, ingénieur consultant brevet. On l'avait coaché, je crois, en début d'année. Et donc, il a trouvé un job actuellement. Donc, il a son poste actuellement. Et donc, je l'ai mis en contact avec cette personne-là. Et du coup, il a pu discuter avec lui de son parcours. Donc, c'est génial, en fait. Mmh. C'est ça, s'y prendre au bon moment. C'est quand vous avez une idée à peu près de votre projet professionnel, vous avez déjà une idée de qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce qui vous plaît. C'est déjà commencer à se renseigner, à faire du réseau. Et bien, c'est pour ça aussi que Résilience existe. Donc, voilà. Donc, commencez en master si possible parce que vous avez un projet, vous dites je veux faire une thèse, qu'est-ce que je peux faire après la thèse, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Commencez en début de thèse, why not, si déjà vous avez une idée. Et puis de toute façon, le réseau reste omniprésent dans cette histoire-là. Le réseau, il n'y a pas de bon moment pour en faire, il faut en faire le plus tôt possible, j'ai envie de vous dire. Donc je vous laisse compléter, je suis sûre que vous avez plein de choses à dire vous aussi. Oui, alors moi je suis très attachée à cette question-là, cette thématique du jour. Je suis très fière de notre choix, en toute objectivité. Non, je la trouve difficile cette question, parce que quand, chacun aura sa réponse, je pense, selon la construction de son projet professionnel. Évidemment, le plus tôt est le mieux, mais voilà, quand j'entends des personnes qui partagent, notamment Rachel, dont l'interview est à venir, elle a cherché, elle s'est vraiment pleinement investie dans la préparation de son après-thèse en tout début de sa première année, vraiment dès le départ. Et, euh, et je trouve ça génial. Après, j'ai l'impression qu'il faut une certaine clairvoyance. Le mot doit pas être le bon, mais dans ma vie, j'ai jamais été trop stratège, trop anticipative, si ce terme existe. Et c'est quelque chose que je déplore un petit peu. J'ai deux anecdotes à vous partager sur le sujet pour alimenter un peu nos échanges. La première chose, c'est que je me souviens très bien, c'était une doctorante de l'institut où j'ai passé ma thèse qui avait son postdoc. Elle savait où elle allait aller, c'était signé, c'était plié. Elle l'avait 1 an avant sa soutenance. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Non seulement elle sait ce qu'elle veut faire après, mais c'est plié, c'est signé, c'est acté. Et je me souviens que cette nouvelle, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je m'y mette. Donc voilà, c'était l'idée que voilà, les gens cherchent avant et ils obtiennent avant, donc je fais pareil. Donc j'ai cherché avant et comme je savais pas quoi chercher, j'ai cherché un postdoc parce que c'est ce que les autres gens cherchaient. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le super contexte. Bon, le quand, voilà. Encore une fois, le plus tôt est le mieux, mais le comment, je me suis mise à chercher un truc parce que, à chercher, pardon, le même truc que ce que cherchaient les autres, sauf que c'était pas vraiment ce qu'il me fallait, donc voilà, il y a aussi la façon dont il s'y prend, mais c'est peut-être plutôt la deuxième partie de l'échange. Et l'autre anecdote que je voulais vous raconter, alors on est un peu en dehors de la thèse, mais de toute façon ça revient au même. On peut préparer son après-licence, son après-master, son après-thèse, son après ce qu'on veut, sa vie quoi.
C'était anecdote, j'étais allée faire un stage à Pau, dans une jeune start-up, enfin bref. Et mon idée, mon envie de base, c'était si je pouvais rester dans cette start-up, être embauchée, ce serait super, voilà, après mon stage. Et j'ai pas trop réfléchi à si ça marche pas, si ça me plaît pas, si ça se passe pas comme prévu. Et ça s'est pas passé comme prévu. Je n'ai pas pu rester, être embauchée dans cette start-up. Et là, j'ai regardé le tissu économique de cette ville, de Pau, et c'est surtout les géosciences et l'aéronautique, ce qui n'est pas du tout. Bon, après, on peut se retrouver dans des domaines qu'on n'a pas anticipé, mais je me suis dit, je suis dans une ville où mon profil, c'est pas forcément le profil entre guillemets le plus intéressant, où les compétences qui sont là ne sont pas forcément celles qui sont demandées. Et je m'étais dit que j'étais vraiment trop bête de pas avoir plus creusé la question. Voilà, donc je vous raconte un peu mes regrets, mes erreurs, mes improvisations du dernier moment. Donc voilà, si vous avez la chance, ou alors construisez cette chance d'avoir un peu une vision au moins à moyen terme, donc les quelques années prochaines, voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de faire passer avec ce podcast du jour. Voilà. Et toi, Alexis, du coup, Ouais, non, un effectivement, partage? merci déjà les deux à vous deux pour votre partage. Juste pour ce que tu viens de dire, effectivement, je pense qu'avoir une vision, c'est l'essentiel. Et une vision, comme tu l'as dit, moyen, voire long terme, pas court terme. Quand on est en thèse, la vision court terme, c'est je vais faire un postdoc parce que tout le monde fait un postdoc et parce que c'est la suite logique de faire un postdoc, donc je vais faire un postdoc. Ça, c'est une vision court terme. Mais des fois, ça manque de vision moyen-long terme. Et je vais rebondir du coup sur ce que tu as dit, Asia, là, le partage de la personne qui t'a vu, qui était alors en master, hein, je me semble toujours, ou en tout début de Il y thèse, et avait un finalement master, un début de voilà, thèse. qui se posait la question, finalement, je vais faire une thèse, mais à quoi ça va me servir derrière? Et finalement, Absolument. il est là le bon moment pour préparer sa thèse. C'est se dire, effectivement, je vais faire ça, mais à quoi ça va me servir derrière? Donc, d'où l'intérêt d'avoir une vision moyen-long terme. Alors là, vous qui nous écoutez, vous êtes déjà en thèse, donc vous allez me dire, c'est déjà trop tard. Moi, je pense que du coup, ayez la même attitude par rapport à ce que vous visez après la thèse. C'est-à-dire que si vous êtes encore en mode je vais faire un postdoc parce qu'il faut faire un postdoc, parce que tout le monde fait un postdoc et parce que ça me semble simple aussi, parce que ça semble être la suite logique, mais posez-vous la question, finalement, faire ce postdoc, donc avoir cette expérience professionnelle en plus, à quoi ça va me servir derrière pour aller sur le job ou la position d'après. Le postdoc, il va durer quelques années, 2 ans, 3 ans. Donc finalement, posez-vous la question, ok, je vais faire un postdoc dans tel labo, mais derrière, à quoi ça va me servir pour aller plus loin? Alors, effectivement, si c'est pour faire de la R&D, de la recherche, tenter les concours de chargé de recherche, par exemple, effectivement, le postdoc va être essentiel. Le postdoc à l'étranger va même être, j'allais dire, mieux, mais c'est finalement la base, peut-être même, de partir pour revenir. Donc voilà, posez-vous la question de je vais faire ça, à quoi ça va me servir pour aller plus loin? Donc effectivement, hein, le bon moment, c'est le plus tôt possible. Plus vous y prenez tôt dans les 3 ans de thèse, et ben, plus ça vous laisse le temps de construire aussi ce projet-là. Et pour ceux qui s'y prennent un peu plus tard, c'est-à-dire soit la troisième, la quatrième année, qui ont déjà soutenu ou qui sont peut-être déjà en postdoc, il va falloir un peu accélérer, aller un peu plus vite que les autres et finalement compresser le temps. Donc voilà, plus vous commencez tôt, plus vous vous placez dans une situation confortable pour envisager la suite sereinement. Voilà, c'est ma vision de la chose. Delphine, ouais, tu veux réagir? Oui, 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 je voulais ajouter un truc, à ce que je disais tout à l'heure. C'est que, voilà, j'ai cherché, un peu, ouais, un peu moins d'un an avant ma soutenance, je crois, du coup. Et bon, après, il y a la rédaction. Bon, je trouve que c'est pas évident de mener tout ça de front. Il y en a qui arrivent très bien. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à mettre en place. Et là où je voulais en venir, c'est que après ma thèse, je suis restée 2 ans au chômage. Alors après, il s'est passé plein de choses pendant mon chômage. C'était pas 2 ans de déprime toute seule chez moi à candidater, hein. C'était beaucoup plus riche et épanouissant que ça, malgré que c'était pas une situation tout à fait facile non plus. Mais voilà. Alors je ne dis pas que les gens qui construisent peu ou mal ou trop tard leur après-thèse vont être 1 an, 2 ans au chômage, mais en tout cas, ça n'aide pas forcément à se retrouver dans une situation où on a un poste qu'on aime, qu'on a bien identifié, qu'on a bien compris, où on est bien dans ses baskets, etc. Donc, donc voilà, même si je suis du style à dire que je n'ai pas de regrets,
Si c'était à refaire, je pense qu'une meilleure préparation serait, forcément bénéfique, pour mon parcours et peut-être faire plus vite, plus tôt et mieux, ce qui me plaît. Mais voilà, j'avais pas forcément, investi tout le temps et l'énergie, que aurait mérité, cette préparation. Voilà. Oui, bah écoute, merci Delphine. Je vois Asia, tu veux ajouter quelque chose? Non, je veux juste dire qu'effectivement, ce que tu soulignes aussi Delphine, c'est qu'on est tous un peu différents en fait, hein. Enfin, même si Oui, on donne un aussi. conseil, on a des fois on donne un conseil, on pense que ça peut s'appliquer à tout le monde, on n'avance pas tous de la même façon. Il y a des gens qui entrent en thèse avec le rêve, juste le rêve unique d'être chercheur, tu vois, et rien d'autre, même s'ils sont conscients qu'il y a d'autres possibilités, ils veulent juste faire de la recherche. Et c'est vrai qu'à ces gens-là, on a envie de leur dire déjà soyez conscients hein, que c'est pas facile et ils le savent. Les mettre face à la réalité, bon, on est quoi à 10% hein, au final à aller jusqu'au bout. Donc ça va être dur, ça va être compliqué, il faut se battre. Si vraiment c'est votre rêve, donnez tout, donc faites ce qu'il faut. Il faut faire un postdoc à l'étranger, faites-le, etc. Allez jusqu'au bout. Mais restez quand même conscient ça n'empêche pas de rester conscient qu'il y a des opportunités en dehors et que même si ça fonctionne pas dans la recherche académique, eh ben, il y a plein d'autres opportunités. Si vraiment la recherche vous plaît, il y a de la R&D aussi dans le privé, ça n'empêche pas qu'il faut vous renseigner. Renseignez-vous, créez du réseau. Ça. Enfin, on va passer, hein, je coupe un peu la seconde partie, Mmh. mais, mais voilà, donc on n'avance pas tous de la même façon. Avancez à votre rythme, prenez le temps de discuter avec les autres, restez ouverts. Mais voilà, donc il n'y a pas un conseil pour tout le monde, chacun est différent. Et surtout, l'idée, c'est, comme on vous dit, hein, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. Tout à fait. La thèse ne forme pas que des chercheurs. Voilà, vraiment gardez ça Mmh. en tête. C'est pas parce que vous êtes en thèse ou que vous avez fait une thèse euh, que le seul débouché possible, c'est la recherche, bien loin de Et là. puis, et puis là, je repense à ce que je voulais vous dire, j'avais zappé. Euh, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, Asia, je ne sais pas comment je vais annoncer à mon chef que je veux quitter la recherche académique. Voilà, donc il y a des gens qui sont dans ce mindset, c'est-à-dire qu'ils ont peur d'annoncer à leur entourage que leur directeur de recherche, le maître de conf, le tuteur, machin, croit qu'ils ont envie de quitter la recherche académique. Déjà, ça, c'est montrer que tu n'es pas dans le bon mindset, déjà. Tu vois, c'est Mmh. problématique. Il y a encore des doctorants aujourd'hui qui n'arrivent pas à assumer ce choix de quitter la recherche parce qu'ils te disent ouais c'est le dark monde, c'est quitter la recherche académique, c'est le démon machin truc et tout. Donc déjà soyez dans le bon mindset. Si vous quittez la recherche académique, c'est un choix que vous devez assumer et déjà être dans le bon mindset, c'est important pour entreprendre les bonnes démarches. Voilà, donc je tiens juste à insister. À un moment donné, on est plus de 80-90% à quitter la recherche académique. Vous voyez, les gens ils vont bien, quoi, ça se passe bien, ils sont hyper contents, hein. Donc voilà, donc déjà, relativiser un petit peu, allez voir nos vidéos, vous verrez, il y a plein de parcours hyper passionnants et inspirants. Ok, ça peut être dur parfois, mais généralement, il y a de très 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 beaux parcours à mener en dehors de la recherche académique. Petite Ouais, précision. Excusez-moi. non, tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais, la perception que des fois peut avoir alors, certaines personnes dans le monde académique de l'entreprise qui effectivement peut être un peu négatif et des fois même très négatif. Euh, Moi, je pense que ce qui est important, et vous êtes chercheur, donc vous avez cette démarche-là, cette démarche scientifique, c'est-à-dire ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant, allez confronter les avis. Mmh. Et moi, je me pose toujours, en fait, quand je parle à quelqu'un, un peu la question de la légitimité. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais travaillé en entreprise, qui va m'expliquer comment ça se passe dans le monde de l'entreprise. Il y a quand même deux, trois alertes, deux, trois drapeaux rouges qui s'allument en disant attention, voilà, est-ce que ça reflète la réalité ou est-ce que c'est plus une vision, une perception d'un autre monde à l'inverse, si quelqu'un qui est jamais passé dans un laboratoire académique et vous explique comment fonctionne la recherche en France, là, pareil, attention, est-ce qu'on a vraiment les bons interlocuteurs en face? Donc voilà, ayez cette démarche scientifique. Vous êtes chercheur, vous faites ça au quotidien. Quand vous lisez une publi, vous dites c'est magnifique, c'est exactement comme ça, comment ça se passe. Non, vous allez lire plusieurs publis, récolter un peu ce qui est fait sur la thématique qui vous intéresse et surtout vous faire votre propre perception de la thématique. Donc, ayez cette démarche scientifique dans votre vie au quotidien et surtout confronter les avis. Absolument. On Euh, reste toujours chercheur, mais chercheur d'opportunité après sa thèse. Mmh. C'est la même voilà. méthode. Non, mais tout Je à fait, hein, kiffe ce que tu dis, Alexis. non, et on le voit beaucoup en coaching, hein, finalement, la démarche que vous adoptez en thèse,
elle va pas changer plus tard. C'est-à-dire cette démarche-là, elle est bonne. C'est la finalité qui va changer, mais la méthodologie et que vous avez en tête, cette démarche scientifique, elle est excellente. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va vous différencier d'un master, d'un ingénieur, surtout d'ingénieur, parce que des fois on confronte un peu le PhD à l'école d'ingé. Enfin, vous avez cette démarche-là, cette rigueur scientifique que les autres n'auront pas. Passons à la deuxième partie. Comment est-ce qu'on se prépare? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Là, je suis en deuxième année de thèse. J'aimerais préparer mon après-thèse. Qu'est-ce que je dois faire, Asia? Qu'est-ce que je dois faire, Delphine? Comment je m'y prends? Alors, tu te connectes sur LinkedIn déjà. Ding, ding, ding. Ça doit faire ding, ding. Tu dois être notif partout dans ton ordi. Et puis ensuite, tu vas chercher Delphine Caps. Tu vas chercher Asia Srir. Tu vas chercher Alexis Moujol. Et les trois, tu te connectes. Tu laisses un petit mot. C'est toujours sympa de dire hello. Je suis en deuxième année de thèse. Voilà, j'ai vu passer Résilience PhD. Je trouve super ce que vous avez. Donnez-moi plus d'infos. Qu'est-ce que vous avez comme outils, comme matos, comme infos, comme machin à les regarder, à me renseigner. Mais là, on va te dire, on a plein de choses pour toi. Plein de choses. Ça fait 2 ans qu'on bosse là-dessus. On a une chaîne YouTube avec plus d'une trentaine de vidéos, d'interviews. On a un podcast, c'est ce qu'on est en train de enregistrer en ce moment. On a du mentoring. Enfin voilà. Pour introduire la seconde step, renseignez-vous déjà sur Résilience PhD. Vous verrez, il y a énormément de choses pour vous. Je laisse la parole à Delphine. Alors c'est marrant parce que moi je partais dans une direction tout autre. Alors j'avais envie dans un premier temps de répondre à la question comment ne pas préparer son après-thèse. Donc n'envoyez pas comme moi voilà, plein de CV à plein de post-doc alors que vous n'avez pas spécialement envie de faire un post-doc. Mais voilà, je vais quand même rester sur cette idée dans le sens où je pense que ma démarche n'était pas bête. Et d'ailleurs, mais je crois que c'était comme ça la personne que j'évoquais tout à l'heure qui avait décroché son post-doc bien avant sa soutenance. Ce qu'on avait fait toutes les deux à l'époque et sûrement plein d'autres, c'était tout simplement de choisir vos articles de recherche préférés, une revue, un article, voilà, d'un sujet qui vous passionne. Alors connecté d'une façon ou d'une autre à votre sujet, un article que vous avez lu pour votre bibliographie par exemple, et de se dire tiens, ça se trouve j'aimerais bien aller rejoindre cette équipe, travailler chez eux, alors en France ou à l'étranger. Il y a toujours les adresses de contact des chefs d'équipe ou des premiers auteurs ou d'autres personnes. Ça peut être une façon d'identifier si votre après-thèse est un post-doc ou autre chose, bien évidemment, ça peut être un moyen de prendre contact. Bon, je pense pas que ce soit le plus fréquemment utilisé. Sinon, autre anecdote que j'ai, parmi mes contacts, il y avait une personne en congrès pendant sa thèse qui avait, alors je crois pas que c'était pour un postdoc, après à la rigueur peu importe, mais ouais, c'était pendant un événement. Donc le réseau, on vous serine ça en long, en large, en travers, dans les podcasts, dans les interviews. Le réseau se retrouve partout. Dans vos, j'en sais rien, moi, vos camarades de promo, de thèse, des gens rencontrés à des congrès, etc. Parlez de vos recherches, on peut vous mettre en relation. Après, tout ça est décuplé, comme l'a dit juste avant Asia, avec LinkedIn. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Eh ben, j'en sais rien parce que moi, au final, j'ai repris un an d'études, donc c'est encore un autre sujet. On pourra peut-être faire un podcast là-dessus. Je balance ça en live. Alexis, je te vois hocher la tête. Tu voulais Oui, non. rebondir sur quelque chose? Non, tout à fait. Non, effectivement, je le note dans un coin sur effectivement les formations complémentaires à l'après-thèse. Mhm. Finalement, bonne ou mauvaise idée, voilà, le podcast pourrait s'appeler comme ça. Boum. Non, finalement, comment préparer son après-thèse? Moi, ce que je dirais, c'est la première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Mhm. Alors, après votre thèse, mais surtout à moyen long terme. Voilà. On y revient toujours. Effectivement, faire un postdoc, très bien. Vouloir devenir chargé de recherche, pourquoi pas. Et finalement, posez-vous la question, est-ce que la vie de chargé de recherche, par exemple, dans 10 ans, vous conviendra toujours? Est-ce que vous avez envie d'être chef d'équipe? Voilà, posez-vous ces questions-là. Ce que je veux faire. Et alors, là, j'étais sur la partie, on va dire, plutôt académique, mais posez-vous surtout la question de ce que vous pouvez faire. Et finalement, de que font les gens qui ont obtenu un doctorat, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ne sont pas tous chargés de recherche, ils ne sont pas tous maîtres de conférences, et pour l'immense majorité, ils font autre chose que travailler dans l'académique.
Donc, première question à se poser, je pense, c'est qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les débouchés possibles avec un doctorat en poche? Là, je peux vous donner quelques pistes de réflexion, ne serait-ce que dans votre équipe. Prenez l'historique de tous les doctorants et post-doctorants sur les 5-10 dernières années et allez contacter ces personnes-là. Elles ont été au même endroit que vous à quelques années de différence. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Contacter ces personnes-là, ça peut être voilà, un petit conseil pour commencer, enfin un petit conseil, non, un conseil pour commencer à se faire du réseau. On parlait de LinkedIn. LinkedIn, c'est incroyable. Prenez tous les gens qui ont une thèse en sciences de la vie et regardez ce qu'ils font. Et vous allez vous rendre compte que l'immense majorité ne fait plus de la recherche. Voilà, donc vous pouvez aussi prendre contact avec ces personnes-là. Donc je pense que le premier point, c'est voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, quels sont les débouchés possibles après une thèse, et en fonction de ça, commencer à creuser chacune des pistes pour trouver vous, votre voie. Asia, je vois que tu as envie de réagir à ça. Alors, tu es en mute, Asia, on ne t'entend pas. J'ai été en mute. Donc, je disais, pour venir en complément à ce que tu disais, Alexis, de qu'est-ce qu'on peut faire. Effectivement, hein, les opportunités, ce n'est pas ce qui manque dans plein de domaines divers et variés. On est OK sur ça. Donc, vous allez trouver probablement votre bonheur dans tout ça. Mais ce qui va être super important aussi, c'est de comprendre aussi ce que vous avez envie de faire, vous, en fait, vous, hein, la personne que vous êtes, avec ce que vous aspirez, avec les compétences que vous avez, avec ce qui vous fait plaisir, avec ce qui vous passionne, avec ce qui vous inspire. C'est vous. Et donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sentent perdus. Ils me disent, ok, je sais qu'il y a plein d'opportunités, mais je ne sais pas en fait ce que je veux faire. Parfois, ça commence juste par là. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à des professionnels, à faire éventuellement des bilans de compétences, pour se chercher, se retrouver, qu'est-ce que j'aime vraiment, à peser le pour, le contre, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire du tout, à faire vraiment cet état de l'art de soi-même en fait, pour essayer d'exclure des pistes et éventuellement en garder quelques-unes, quoi, 2, 3 pistes où tu te dis, ouais, carrément, moi, tout ce qui est un métier relationnel, commercial, tout ce qui est business, machin, tout ce qui est... Et puis à partir de là, dès que vous avez une belle piste sérieuse, là, effectivement, je cible mon réseautage et je vais aller contacter en particulier ces gens-là pour essayer de comprendre à quoi consiste le métier, faire une sorte d'enquête métier. On avait déjà fait, je crois, un podcast là-dessus sur le réseau. Mais voilà, je voulais juste insister, Alexis et Delphine, pour dire qu'il y a vraiment aussi ce travail à faire en amont, si besoin, hein, si on en a besoin, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais c'est nécessaire, parce que sinon, après, on va se disperser, et ça risque de pas être très efficace. Non, tout à fait. Hein, et peut-être pour ajouter au niveau de la méthodologie, ayez la même attitude, la même méthodologie que vous avez actuellement si vous êtes en thèse. C'est-à-dire que la thèse, hein, voilà, on a une question scientifique, on a 3 ans pour la développer. Le travail paraît énorme quand on est au pied de la montagne, mais finalement, voilà, vous allez redécouper ça en année 1, année 2, année 3. Qu'est-ce que je veux faire sur l'année 1? Ok, mon objectif, c'est plutôt ça. Donc voilà ce que je vais faire sur le premier trimestre, le deuxième, le troisième. Et donc ça veut dire que la semaine prochaine, je dois faire telle manip, la semaine d'après telle manip et le mois prochain telle manip. Ayez exactement la même démarche, la même façon de faire pour rechercher la suite. La question, c'est voilà, quel est mon futur métier? Ça, c'est votre question de thèse, quoi. Et derrière, aller redécouper ça en objectifs beaucoup plus petits et facilement atteignables. Et quand vous allez ensuite mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, à la fin, comme la thèse, ça va faire une belle histoire. Asia, je vois que Oui, tu as envie de réagir. rapidement, une Ouais. phrase. Ce que je dis toujours en début de mon coaching en particulier, j'ai toujours commencé déjà par le bon mindset. C'est-à-dire que vous êtes en recherche d'opportunités. Voilà, gardez la bonne humeur, gardez l'enthousiasme, gardez l'énergie. C'est un super challenge que de chercher son futur job ou sa future moitié professionnelle. Enfin voilà. Et surtout, ne restez pas dans cette solitude, dans ce stress, dans cette inquiétude, dans cette anxiété, parce que c'est pas bon du tout. Voilà, donc allez rencontrer aussi des personnes ressources qui sachent vous donner des bons conseils. Je sais parce que pour discuter avec plein de gens, à la fin, les gens me disent merci, tu m'as reboosté, tu m'as redonné de l'énergie, tu m'as. Mhm. Ils ont parfois juste besoin de ça. Ils sont dans une période un peu creuse, ils sont inquiets, ils se posent plein de questions. Et avoir des personnes ressources qui vous reboostent et qui vous redonnent un petit coup d'accélérateur, parfois c'est nécessaire. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis ne restez jamais seul. Et le bon mindset est foncé parce que, comme tu disais, Alexis, voilà, vous avez fait un grand parcours, vous êtes au sommet de la montagne. Ne remettez pas jamais de remise en question en disant ah, je sais pas quoi faire de ma vie. Non, non, non. Toi, tu as tous les diplômes du monde. Je crois que tu es arrivé au bout. Donc, tu peux que faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, vas-y, fonce. Non, mais entièrement d'accord avec toi, Asia.
voilà, il faut s'ouvrir l'esprit. Et effectivement, je, je pense que la période finalement peut-être la plus dure de la thèse, c'est enfin, l'après-thèse, en tout cas la phase de transition. Cette question-là, qu'est-ce que je vais faire après? Effectivement, pour beaucoup d'entre vous avec qui on échange régulièrement, on a déjà eu ces témoignages. Voilà, je vais avoir un bac plus 8, qui est le plus haut niveau d'études délivré par l'université en France, et finalement j'ai l'impression que je sais rien faire. Sorti de mon laboratoire, j'ai aucune compétence. Bon, ben, il faut absolument sortir de cet état d'esprit-là, et je pense que c'est ce que Asia veut dire dans la partie mindset, état d'esprit. Il faut absolument dézoomer. Là, vous avez la tête dans le guidon, vous êtes à fond. Ben, il va falloir un peu relever la tête, prendre de la hauteur, et dézoomer tout ça, et voir finalement tout ce que vous avez développé, et tous les compétences que vous avez aujourd'hui développées, qui sont complètement transférables et applicables au monde de l'entreprise. Donc voilà, dézoomer. Delphine, tu veux Oui, réagir? alors vous avez déjà un peu tout dit, mais j'avais envie de parler. Je suis d'accord avec vos partages. Je voulais juste rebondir de façon plus précise, si je peux me permettre. Tu as parlé, Assia, de se faire coacher, se faire accompagner. C'est vrai que c'est des métiers qui apparaissent de plus en plus. Tu vas discuter, tu vas bientôt discuter avec Julie Lopez, c'est exactement ce qu'elle fait. Une ancienne interview, c'est Résilience 23, il y avait Ala aussi, sauf erreur de ma part, elle est docteur en chimie, mais en fait, on s'en fiche. Voilà, elle a identifié qu'elle aimait aider les autres, etc., à se connaître, à délimiter des projets. Ça peut être aussi une interview à aller voir. En tout cas, voilà, soyez proactifs. En vous écoutant parler, j'ai eu un souvenir qui m'est revenu. Je me souviens d'une personne qui, pour elle, je grossis les traits pour me faire comprendre, pour elle préparer son après-thèse, je vais y arriver, c'était poster son CV sur des plateformes. Alors, en complément de plein d'autres actions bien identifiées, de contacter des personnes, peut-être de lire plein d'offres d'emploi pour voir plein de choses passer, pour aller se poser la question, mais tiens, cette compétence, est-ce que je l'ai? Est-ce que ce trait de caractère, est-ce que ça me correspond? Tiens, demandez peut-être aussi aux gens comment ils vous perçoivent, ce qu'ils pensent de vous, si vous avez besoin un peu de mieux vous connaître autrement qu'en sollicitant un coach ou quoi pour cette préparation de CV, de pouvoir vous caractériser, choisir les beaux mots qui vous correspondent. Et puis c'est déjà pas mal. Non, sinon, ça me donnerait presque envie de revivre cette époque pour appliquer nos propres conseils. Mais voilà. Et puis, comme tu l'as dit à ça, demandez-nous de l'aide, mais voilà, avec quelque chose de bien précis. Absolument, on existe pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Tiens, d'ailleurs, je repense à un truc, je déborde. Ce matin, j'ai eu un message de quelqu'un qui nous a remerciés tous les trois pour Résilience, pour les interviews, etc. Et je dis, bah, super, il y a quelque chose en particulier qui t'a été utile. Qu'est-ce que tu puises exactement chez nous? C'est une question que j'aime poser. Et la personne me dit, bah, rien en particulier, je ne suis pas forcément en contexte de recherche, mais juste l'énergie est bonne à prendre, même si je l'applique dans ma journée, juste dans mon boulot. Donc voilà, en fait, il y a l'info brute, vraiment le conseil qui va être utile, mais comme vous l'avez dit tous les deux déjà plusieurs fois, ce côté état d'esprit positif, combatif, pour casser la baraque. Yes. Voilà, Eh voilà. ben, très bien, merci à vous deux. Je pense qu'on a fait le tour de la question, et on va conclure cet épisode ici. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va continuer les podcasts. Voilà, on a des séries, enfin des idées en tout cas de thématiques. Cependant, si vous avez des idées ou des points que vous souhaiteriez qu'on aborde en podcast, n'hésitez pas à nous les communiquer. Nous, ce qu'on souhaite, c'est surtout répondre à vos besoins, vos interrogations, vous donner un maximum de contenu qui vont vous aider. Donc voilà, faites-nous remonter ça. Nous, ça nous sera utile aussi pour construire ces podcasts. Voilà. On va conclure. Une phrase m'est venue à l'esprit pendant le podcast. Je pense qu'on devrait finir tous nos podcasts par cette phrase-là. Et ça va devenir peut-être notre motto, quoi, notre petite phrase. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, pour conclure ce podcast, faites une pause de PubMed et foncez sur LinkedIn. Ciao, au prochain épisode. Et salut. Salut à vous Merci deux. à Salut à ça. Salut Alexis. Delphine. Bisous, Ciao. bisous. Ciao.